Mes amis, bienvenue, approchez-vous, éteignez tout ce qui vous entoure, fermez la porte, mettez vos écouteurs. Ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo de football, ce n'est pas une analyse technique, c'est une plongée en apnée dans l'âme d'une nation, c'est l'exploration d'une blessure ouverte, d'une cicatrice qui refuse de se refermer, d'une obsession qui hante le sommeil de 40 millions de personnes depuis un demi-siècle. On dit souvent que le temps guérit toutes les blessures. C'est faux. En football, le temps qui passe sans victoire n'est pas un remède, c'est un poison, c'est un acide qui ronge la confiance, qui transforme l'espoir en peur et la passion en névrose. Regardez le maillot du Maroc, regardez cette couleur rouge sang, cette étoile verte qui symbolise l'espoir et la foi. Ce maillot est lourd, il pèse des tonnes, il porte le poids des rêves brisés de pères qui n'ont jamais vu leur fils célébrer un titre. Il porte le poids des larmes de mères qui ont vu leur famille s'effondrer devant un écran de télévision un soir de finale perdue. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2025. Joyeux Noël à ceux qui le fêtent. Mais ici, au Maroc, il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a que cette tension électrique, cette humidité étouffante qui pèse sur Casablanca et cette question qui tourne en boucle, obsédante, terrifiante. Est-ce que c'est enfin notre tour? Nous sommes au cœur du volcan. La CAN 2025 est là, chez nous. Nous avons survécu au match d'ouverture. Nous tremblons avant le choc contre le Mali et les fantômes du passé rôdent dans les couloirs des stades. Alors, avant de nous projeter vers ce vendredi décisif, nous devons comprendre. Comprendre pourquoi nous avons si peur. Comprendre d'où vient cette malédiction. Comprendre pourquoi, depuis 1976, le ciel refuse de s'ouvrir pour les lions de l'Atlas. Si vous êtes prêts à affronter l'histoire, si vous êtes prêts à regarder la vérité en face, alors je vous demande un geste, un seul, pour marquer votre présence dans cette assemblée de passionnés. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Alex Firefoot. Activez la cloche, rejoignez l'armée des croyants. On ne lâche rien, on commence. Pour saisir l'ampleur du traumatisme, il faut remonter le fleuve du temps. Il faut effacer de votre esprit les stades climatisés du Qatar, les pelouses billards de la Premier League. Il faut revenir à une époque où le football était brut, sauvage, romantique. Fermez les yeux. Nous sommes en 1976, l'année du dragon selon le calendrier chinois, mais pour le Maroc, c'est l'année du lion. La Coupe d'Afrique se joue en Éthiopie, Addis Abeba, une ville perchée sur les hauts plateaux où l'oxygène est une denrée rare. Respirer est difficile, courir est un supplice. C'est dans cet enfer physique que l'histoire va s'écrire. L'équipe du Maroc de l'époque, mes amis, c'était de la poésie en mouvement. Si vous êtes trop jeune pour les avoir vus, demandez à vos grands-parents. Ils vous parleront d'Ahmed Farras avec des trémolos dans la voix. Farras, ce n'était pas juste un buteur, c'était l'élégance. C'était le port de tête haut, le ballon collé au pied, le charisme d'un roi. Il venait de gagner le premier ballon d'or africain de l'histoire du Maroc en 1975. Il était au sommet de son art. À ses côtés, il y avait Abdallah Tazi, le petit lutin, le dribbleur fou qui pouvait éliminer 3 joueurs dans une cabine téléphonique. Il y avait Larbi Chebak, le technicien. C'était une équipe qui jouait au ballon, qui refusait le combat physique pour imposer sa justesse technique. Le format de la compétition était unique, presque cruel. Pas de demi-finale, pas de finale. Une poule finale à 4. Le champion serait celui qui survivrait aux autres. Un mini-championnat de la mort. Le Maroc commence par battre l'Égypte. Un avertissement. Puis vient le Nigeria, le grand Nigeria, une équipe qui marquait des buts à l'appel. Ce jour-là, le 11 mars 1976, les Lions livrent ce qui reste peut-être comme leur plus grand match tactique. Farras marque, Tazi marque, Chebak marque. Victoire 3-1. Le Maroc est en tête. Le Maroc touche au but. Mais le destin, ce scénariste pervers, avait gardé le meilleur pour la fin. Le dernier match contre la Guinée du Sili national, la Guinée de Petit Sori et de Chérif Souleymane, une équipe redoutable. Le calcul est simple, la Guinée doit gagner pour être championne, le Maroc n'a besoin que d'un match nul. Le 14 mars 1976, le stade d'Addis Abeba est une cocotte minute. La tension est palpable. Dès la 33e minute, le ciel tombe sur la tête des Marocains. Chérif Souleymane marque pour la Guinée 1-0. À cet instant précis, mes amis, visualisez la scène. La Guinée est championne d'Afrique. Les minutes passent. Le chronomètre tourne, impitoyable. 45e minute, 60e minute, 65e minute. Les Lions attaquent, mais la défense guinéenne est héroïque. L'air manque, les jambes sont lourdes. L'espoir s'amenuise. On commence à voir les visages se fermer sur le banc marocain. On se prépare à la défaite. On se prépare à être les magnifiques perdants. Il reste 4 minutes. 4 petites minutes avant la fin du monde. C'est là que surgit l'improbable. Ahmed Makrou, que l'histoire retiendra sous le nom éternel de Baba.
Il reçoit un ballon aux abords de la surface. Il n'a pas le droit de frapper de là. C'est loin, c'est désespéré. Mais il frappe quand même. Le ballon part. Il flotte. Il prend une trajectoire bizarre dans cet air raréfié d'altitude. Le gardien guinéen est surpris. Le bruit du filet qui tremble. But. 1-1. Le silence de la foule guinéenne, les cris du banc marocain, Baba vient de foudroyer le destin. Au coup de sifflet final, Ahmed Farras soulève le trophée. C'est l'apothéose. Le Maroc est sur le toit de l'Afrique. Mais écoutez-moi bien, écoutez ce que je vais vous dire, car c'est la clé de tout ce qui suit. Cette victoire n'était pas une domination hégémonique, c'était un miracle. Un but à la 86e minute, un point d'écart. C'était une victoire acquise dans la douleur, à l'arraché, sur un fil de rasoir. Et sans le savoir, ce jour-là, en soulevant ce trophée, le Maroc a peut-être signé un pacte avec le diable. Comme si cette dose de chance immense avait épuisé toutes les réserves pour les 50 années à venir. Depuis ce jour, depuis ce 14 mars 1976, le compteur est bloqué, figé, gelé. C'était il y a 18 182 jours. Est-ce que vous réalisez? Ce qui a suivi ressemble à une longue, très longue descente aux enfers entrecoupée de mirages. Parlons des années 80, la génération dorée. Badou Zaki, Aziz Bouderbala, Mohamed Timoumi, ces noms sont des légendes. En 1986, au Mexique, ils ont ébloui la planète. Premier pays africain en 8e de finale de Coupe du Monde. Ils ont tenu tête à l'Angleterre de Lineker, ils ont battu le Portugal, ils ont fait trembler l'Allemagne de Matthäus. Le monde entier disait « Le Maroc est la meilleure équipe d'Afrique ». Mais l'Afrique, elle, ne l'entendait pas de cette oreille. C'est là que le complexe est né, le complexe de l'équipe trop européenne. On disait des Marocains qu'ils jouaient bien, qu'ils étaient techniques, mais qu'ils n'aimaient pas le combat, la chaleur, les pelouses difficiles. On disait qu'ils étaient des aristocrates dans une guerre de tranchées. Et le sommet de cette tragédie des années 80, c'est 1988. Le Maroc organise la CAN pour la première fois. Tout est prêt pour le sacre. Hassan II a voulu ce tournoi pour célébrer la grandeur du royaume. Le stade Mohamed V est rénové. Le peuple est en transe. Demi-finale. Maroc contre Cameroun. Les lions de l'Atlas contre les lions indomptables. Le match que tout le continent attendait. Le Maroc domine. Le Maroc pousse. Mais le Cameroun, réaliste, froid, cynique, plante une banderille par Cyril Makanaki. 1-0. Le silence qui s'abat sur Casablanca ce soir-là est un silence de mort. Un silence qui résonne encore aujourd'hui dans les murs de la ville blanche. C'était chez nous, devant notre public. Et nous avons échoué. C'était la preuve pour les superstitieux que même la terre marocaine refusait de nous donner ce titre. Mais si les années 80 étaient frustrantes, les années 2000 allaient être cruelles. Je veux que nous fassions un bond en avant. Je veux vous emmener à la date la plus douloureuse de l'histoire moderne du football marocain, le 14 février 2004, la Saint-Valentin, jour de l'amour. Mais pour nous, c'est le jour du cœur brisé. Nous sommes en Tunisie, à Radès. Badou Zaki, le héros de 86, est devenu sélectionneur. Il a bâti une équipe de guerriers. Il a pris des jeunes loups aux dents longues, Marouane Chamak, Youssef Hadji, Jawad Zaïri. Il a pris un capitaine courage, Noureddine Nebet. Et sur le côté droit de la défense, un jeune joueur intelligent, hargneux, qui ne lâche rien, un certain Walid Regragui. Le parcours est sublime. En quart de finale, le derby contre l'Algérie. On est mené 1-0 à la 93e minute. C'est fini, les valises sont prêtes. Et là, Chamak égalise. En prolongation, Hadji et Zaïri plient l'affaire. 3-1. Ce match, c'est la naissance d'un groupe. En demi-finale, on écrase le Mali 4-0. On marche sur l'eau. On arrive en finale contre la Tunisie. Le pays hôte. L'ambiance est hostile. Le stade est rouge et blanc. Mais on y croit. On y croit dur comme fer. Le match commence. 5e minute. Santos ouvre le score pour la Tunisie. Douche froide. Mais le Maroc a du caractère. 38e minute. Youssef Hadji centre. Youssef Mokhtari plonge. Tête. But. 1-1. À la mi-temps, on se dit que c'est pour nous, on joue mieux. Zaïri humilie la défense tunisienne avec ses passements de jambes. On sent que le chaos est proche. Et puis, la 52e minute, l'instant maudit, une frappe de Clayton, pas très forte, pas très dangereuse. Khalid Fouami, notre gardien, notre assurance tous risques, s'interpose. Mais le ballon lui glisse des mains comme une savonnette. Ziad Jaziri, le renard, a suivi. Il pousse le ballon au fond. 2-1. Le reste du match est un cauchemar flou. On pousse, on tape dans le mur, on s'énerve. L'arbitre siffle la fin. L'image qui me hante, ce n'est pas le but, c'est Badou Zaki. Ce colosse,
Cet homme qui ne montrait jamais ses émotions, qui fond en larmes sur le banc de touche. Ses épaules tremblent, il pleure comme un enfant. Walid Regragui est allongé sur la pelouse, le regard vide, fixant le ciel tunisien comme s'il cherchait une réponse qui ne viendra jamais. Zaki dira plus tard, on a perdu ce match à l'hôtel. La pression, la peur de gagner, l'environnement. Encore une fois, on touche le trophée du doigt et il s'évapore. Cette défaite de 2004 a fait plus de mal que toutes les autres parce qu'on l'a touchée, cette coupe. Elle était là, elle était à nous et on l'a laissée tomber, au sens propre comme au figuré. Dites-moi en commentaire, je veux savoir, où étiez-vous ce soir du 14 février 2004 ? Est-ce que vous avez pleuré ? Est-ce que vous avez cassé quelque chose ? Partagez votre douleur, on est là pour ça. C'est une thérapie de groupe aujourd'hui. Après 2004, le football marocain est entré dans une ère glaciaire. Des entraîneurs sont venus, sont repartis. Henri Michel, Roger Lemaire, Éric Gerès, avec sa Dream Team en 2012 qui sort au premier tour, une honte. Hervé Renard qui nous redonne de la fierté en Coupe du Monde 2018, mais échoue en 2017 et surtout 2019. Ah, 2019, l'Égypte, la chaleur du Caire. On arrive en 8e de finale, on a gagné nos 3 matchs de poule, on ne prend pas de but, on est favori numéro 1. En face, le Bénin, les écureuils. Avec tout le respect que j'ai pour eux, le Bénin n'avait jamais gagné un match de CAN. Ils se sont qualifiés avec 3 matchs nuls. C'est David contre Goliath, mais un Goliath sous stéroïdes. Le match est un piège. Le Bénin marque. En-Néziri égalise. On domine, mais on n'arrive pas à tuer le match. Et là, arrive la 94e minute. La dernière seconde, penalty pour le Maroc. C'est fini, c'est écrit. Le destin nous offre la qualification sur un plateau d'argent. Hakim Ziyech pose le ballon, notre star, notre génie, celui qui peut mettre le ballon dans une lucarne à 30 mètres. Il s'élance, il frappe fort, poteau. Le bruit métallique du ballon qui frappe le montant droit résonne comme un coup de fusil dans le cœur de millions de Marocains. Le stade se fige. Ziyech se prend la tête à 2 mains. On sait, à ce moment-là, on sait tous que c'est fini. On perdra au tir au but. Ah, c'était écrit. La malédiction n'est pas une superstition, c'est une entité vivante qui se nourrit de nos espoirs pour mieux les briser. Cette élimination contre le Bénin a été vécue comme une humiliation nationale. Plus que la douleur, c'était la honte. Comment, avec autant de talent, peut-on perdre contre une équipe qui ne joue même pas au football ? Alors, quand Walid Regragui a pris les rênes en août 2022, personne n'osait plus rêver. Et pourtant, il a rallumé la flamme. Le Qatar, la demi-finale de Coupe du Monde. Vous connaissez l'histoire par cœur. On a battu la Belgique, l'Espagne, le Portugal. On est devenus les héros du monde arabe et africain. Mais attention, attention au piège. Ce succès mondial a créé une attente démesurée. Il a mis une cible gigantesque dans notre dos. Walid Regragui, avec son honnêteté habituelle, l'a dit. Si je ne gagne pas la CAN, je pars. Il a mis sa tête sur le billot. Il sait que la 4e place mondiale ne vaut rien aux yeux de l'histoire africaine si elle n'est pas validée par un titre continental. L'échec en Côte d'Ivoire l'année dernière, en 2023, éliminé par l'Afrique du Sud en 8e, était un rappel brutal. L'Afrique, c'est la jungle. Les lions de l'Atlas ne sont pas les rois par décret divin, ils doivent se battre pour chaque morceau de viande. Et nous voici aujourd'hui, décembre 2025. Le décor est planté. Le Maroc accueille l'Afrique. 37 ans après 1988, l'effectif, c'est une galaxie d'étoiles. Achraf Hakimi, le meilleur latéral droit du monde, capitaine, leader, guerrier. Brahim Diaz, la pépite du Real Madrid qui a choisi le Maroc alors que l'Espagne lui faisait les yeux doux. Son talent est pur, cristallin. Yacine Bounou, le gardien au sourire d'ange qui arrête les pénaltys comme on arrête des mouches. Naïef Aguerd, Azzedine Ounahi, Sofiane Amrabat, Ayoub El Kaabi. Sur le papier, on doit gagner. Sur le papier, personne ne peut nous toucher. Mais le football ne se joue pas sur du papier. Il se joue sur de l'herbe et parfois sur de la boue. Car un invité surprise s'est invité à la fête. Le climat. Depuis 2 semaines, le ciel nous tombe sur la tête. Des pluies diluviennes, des tempêtes. Casablanca est sous les eaux. La semaine dernière, la gigantesque fan zone installée place Taureau face à la mer s'est effondrée sous la violence des vents. Des structures métalliques tordues, gisantes au sol. Les plus superstitieux y ont vu un signe. Les éléments sont contre nous. C'est un mauvais présage. La tension est montée d'un cran. Est-ce que les pelouses vont tenir ? Est-ce que notre jeu technique va se noyer dans les flaques ? Dimanche dernier, 21 décembre 2025. Le match d'ouverture. Maroc contre les Comores. Sur le papier, une formalité. Sur le terrain, un bourbier. Il pleut des cordes. Le stade est plein à craquer, mais les gens sont trempés, anxieux. Le match commence et le scénario catastrophe, celui qu'on redoute tous, se met en place. 11e minute. Soufiane Raimi, le chouchou du public, obtient un penalty. C'est l'occasion idéale de tuer le suspense, de libérer les énergies. Il prend le ballon, il s'élance, il rate. Le ballon fuit le cadre ou est repoussé. Peu importe.
Il n'est pas rentré. Un murmure d'effroi parcourt les tribunes. Immédiatement, le flashback de Ziyech en 2019 frappe tous les esprits. Non, pas encore. Pas ça. Et comme si le sort s'acharnait, 19e minute. Romain Saïs, notre capitaine, notre roc défensif. Il s'arrête net. Il se tient la cuisse. Il s'écroule. Il pleure. Il sait que c'est fini. Il sort sur civière. Perdre son capitaine et rater un penalty dans les 20 premières minutes du match d'ouverture à domicile, c'est le script parfait du désastre. N'importe quelle équipe fragile aurait explosé. N'importe quelle génération maudite aurait sombré. À la mi-temps, c'est 0-0. Dans les vestiaires, Regragui a dû hurler. Ou peut-être qu'il a chuchoté. On ne lâche pas. On a la nia. Et au retour des vestiaires, quelque chose a changé. Non pas la météo, il pleut toujours autant, mais l'attitude. 55e minute. Noussair Mazraoui, dans un sursaut de rage, déborde. Il centre en retrait. Le ballon arrive sur Brahim Diaz. Dans ce chaos, dans cette boue, Brahim a un éclair de lucidité. Un plat du pied chirurgical. Le ballon file petit filet. But! Ce n'était pas un simple but. C'était un hurlement de rage. Brahim court vers le poteau de corner. Il embrasse l'écusson. Le stade explose. Non pas de joie, mais de soulagement. On respire enfin. Puis à la 74e minute, le joker Ayoub El Kaabi, servi par Salah Eddine, double la mise 2-0. C'est fini, on a gagné, c'était moche, c'était dur, on a perdu notre capitaine, on a raté un penalty, mais on a gagné. Et vous savez quoi? C'est peut-être la meilleure nouvelle possible, parce que les champions ne gagnent pas toujours 4-0 avec du beau jeu. Les champions savent souffrir, les champions savent gagner quand tout va mal. Cette victoire contre les Comores, c'est une victoire de caractère, c'est une victoire qui forge un groupe, mais ne sortez pas les trompettes tout de suite. Rangez les fumigènes. Le plus dur est devant nous. Nous sommes le 25 décembre. Dans 24 heures, c'est le choc. Vendredi 26 décembre, 21h, stade de Rabat, Maroc versus Mali. Ce n'est pas un match de poule, c'est une finale de groupe, c'est un test de vérité. Le Mali, les Aigles, une équipe puissante, physique, qui regorge de talent au milieu de terrain, Bissouma, Haïdara, Camara, ils vont vouloir nous marcher dessus. Ils savent que nous n'avons plus Saïs, ils savent que notre défense centrale va être expérimentale. Aguerre sera le patron, mais qui sera à côté de lui? Abkar, El Yamik, c'est là que la peur peut revenir. Si on perd ce match, le doute s'installe. On risque de tomber sur un gros poisson dès les huitièmes. On risque de devoir changer de stade, de perdre nos repères. Ce match contre le Mali, c'est le moment de prouver que nous sommes les patrons chez nous. Walid Regragui était en conférence de presse tout à l'heure. Il avait le visage fermé, concentré. Il a défendu Ounahi, critiqué pour son irrégularité. Il a protégé ses joueurs. Il est en mode combat. Il sait que sa vie de sélectionneur se joue dans les 3 prochaines semaines. Alors, je vous pose la question ultime, celle qui brûle les lèvres. Le Maroc peut-il enfin gagner? Est-ce que la malédiction de 1976 va enfin être brisée? Regardons les faits. Nous avons la meilleure équipe de notre histoire. Nous jouons à domicile, portés par un peuple en fusion. Nous avons un coach qui connaît la douleur de la défaite, 2004, et l'ivresse de la victoire. Nous avons su réagir face à l'adversité contre les Comores. Toutes les planètes semblent alignées. Mais attention, la malédiction est sournoise. Elle attend le moment où on s'y attend le moins. Elle attend une erreur d'arbitrage, un faux rebond, une glissade. Pour la vaincre, il ne faudra pas seulement bien jouer au football, il faudra être plus fort que le destin, il faudra accepter de souffrir, il faudra que le public, vous, moi, nous tous, nous ne sifflements pas à la première passe ratée, il faudra que nous soyons un mur infranchissable derrière eux. Ahmed Farras a attendu 50 ans pour voir un héritier. Badou Zaki a pleuré toutes les larmes de son corps en 2004. Hakim Ziyech a vécu l'enfer en 2019. Cette génération a une mission. Ce n'est pas seulement de ramener une coupe en métal doré, c'est de guérir une nation, c'est de fermer la cicatrice, c'est de permettre à tous les Marocains de dire enfin « Nous sommes les rois d'Afrique ». Si Brahim Diaz, si Achraf Hakimi soulève de ce trophée le 18 janvier 2026, sous le déluge ou sous le soleil, peu importe. Ce sera la fin d'un demi-siècle de silence. Ce sera la plus grande fête que ce pays ait jamais connue. Mais d'ici là, chaque minute sera une éternité. Chaque match sera une guerre. Et la prochaine bataille, c'est demain soir face au Mali. Alors, je veux voir une marée de drapeaux rouges dans les commentaires. Je veux que vous écriviez Dima Maghrib en majuscule. Je veux sentir votre énergie. Ne laissez pas le doute s'installer. Croyez-y pour Farras, pour Zaki, pour nous. Partagez cette vidéo à tout votre répertoire. Envoyez-la sur WhatsApp, sur Facebook, partout. Il faut que le message passe. L'Union sacrée commence maintenant. On se retrouve juste après le match contre le Mali pour le débrief. Que ce soit dans la joie ou dans la douleur, je serai là. On sera ensemble. C'était Alex Firefoot. Gardez la foi, gardez la nia et surtout, ne lâchez rien. À demain.